Mesdames, Messieurs, bonjour et puis bonne année. Bonne année à vous toutes et à vous tous. On reprend le déroulé de ces en bref, qui sont des rendez-vous, comme vous le savez, réguliers que l'on organise avec Eric et moi-même pour évoquer un certain nombre d'actualités juridiques, donc les commenter le plus rapidement possible. Mais où est Eric? Aujourd'hui, il n'est pas là. Il n'est pas là. Il m'a laissé entre les mains de Lorraine Krantz. Et pourquoi? Parce que tout simplement, Lorraine Krantz donc, devient, si j'ai bien compris, mais elle va mieux l'exprimer que moi, une nouvelle associée dans le cabinet. Et comme vous le savez, très régulièrement, avec Eric Landau, on met en valeur le travail qui est réalisé aussi par les avocats de ce cabinet. Vous êtes nouvelle associée, Lorraine Krantz. D'abord, bonjour à vous, bonne année aussi. Bonjour Stéphane, bonne année également. Bonne année. Et donc, mais vous n'êtes pas débutante dans ce cabinet, hein, donc est-ce que vous pouvez rappeler en quelques mots ce parcours qui est le vôtre au sein d'Éric Langot et associés? Effectivement, moi, ça fait déjà un certain nombre d'années que je travaille avec Eric et ses associés, puisque je suis arrivée au cabinet Landau en 2011 comme stagiaire, stagiaire avocate à l'époque. Et depuis donc 13 ans maintenant, je n'ai pas quitté la structure. D'accord. Donc, à partir de cette intégration, donc en tant que stagiaire, il y a ensuite, effectivement, ces 13 années. Est-ce qu'on peut les baliser? Est-ce que vous pouvez nous donner les points forts de ce parcours, justement? Écoutez, alors, je suis arrivée comme stagiaire, donc je travaillais à l'époque avec Nicolas Polyboxco et Guillaume Glénard, hein, puisqu'il y avait un seul pôle droit public général, droit privé au sein duquel j'étais affectée. Donc je travaillais avec ces deux associés, avec leur équipe de collaborateurs de l'époque, comme stagiaire, donc principalement à faire des recherches et puis à découvrir un petit peu le métier, le fonctionnement d'un cabinet, la façon de rédiger une note ou un mémoire en défense. Puis ensuite, je suis restée au cabinet, je suis devenue consultante, puis avocate une fois que j'ai eu prêté serment. Le pôle de Nicolas et Guillaume a été scindé en deux pôles différents. Un pôle avec Nicolas qui faisait plus d'urbanisme, on va dire, et un pôle avec Guillaume Glénard qui récupérait plus les dossiers de fonction publique. Et à l'issue de mon stage, j'ai été intégrée donc au pôle de Guillaume Glénard. Et c'est depuis, je fais principalement de la fonction publique, mais pas que, puisqu'on a diverses matières de droit public général, hein, fonction publique, du droit institutionnel, la responsabilité financière des gestionnaires publics, tout un tas de dossiers. Et puis au sein de ce pôle, bah, progressivement, j'ai évolué. Hein, de collaboratrice junior, ensuite confirmée, puis senior, pré-associée. Aujourd'hui, je change de cap, je passe du collaborateur au cap d'associé. Euh, Ce sont des parcours classiques ou est-ce que, généralement, comme ça, vos collègues, par exemple, de la promotion de 2011 ou d'autres, ont pour habitude de fréquenter d'abord plusieurs cabinets avant de s'y poser? Est-ce que vous détonnez par rapport au je parcours de vos collègues? pense qu'on trouve un petit peu de tout, comme Ouais. partout d'ailleurs. C'est Mhm. vrai qu'il y a un réflexe assez fréquent au bout de 2 ou 3 années de collaboration. On a souvent pour réflexe de se dire, tiens, je vais aller voir ailleurs comment ça marche, est-ce que c'est mieux ailleurs? Euh, Moi, ça m'a traversé l'esprit, comme tout le monde, je pense, à cette époque-là. Je me suis posé la question, mais il se trouve que moi, ça se passait bien au cabinet. J'avais pas de raison objective de partir. On avait des très beaux dossiers, on a une belle clientèle, on fait des choses intéressantes. Travailler pour le secteur public, c'est travailler aussi avec des juristes. On travaille pas avec des particuliers dans notre quotidien. On est entre sachants en quelque sorte. Donc il y a quelque chose d'assez agréable à ce travail-là. Donc une matière qui me plaisait, des beaux dossiers. Donc du point de vue de la satisfaction intellectuelle, on va dire, j'ai été comblée au cabinet. Et ensuite du point de vue humain, puisque ça compte aussi, hein, surtout dans une première expérience, je pense, quand on n'a pas encore de retour sur les expériences professionnelles. Moi, de ce que je vivais au sein du cabinet,
j'étais tout à fait satisfaite et de ce que j'entendais dire dans d'autres structures, c'est surtout ça, j'avais le sentiment que c'était pas forcément mieux ailleurs. D'accord, Les ouais, nous, c'est c'est bien. une structure, le cabinet Landau, que vous connaissez, hein, mais c'est une structure assez familiale, alors qui a beaucoup changé, hein. Moi, depuis mon arrivée, je pense que les effectifs ont presque doublé, mais ça reste un cabinet à taille humaine dans lequel on prend soin des gens et il y a une forme de respect entre les personnes qui, je crois, ne se retrouvent pas partout et Et on qui, l'a pour moi, vu, était ça, très d'ailleurs. importante. Bien sûr, on l'a vu dans les 25 ans qui ont été fêtés l'année dernière, hein, si je ne m'abuse, on peut parler de Oui. l'année dernière, en 2024, et donc où on sentait bien effectivement que euh, toutes tous les avocats qui ont pris la parole, la présentation de l'équipe ou autre, insistaient lourdement sur ce climat qui est important et qui est peut-être pas aussi fréquent de trouver dans d'autres cabinets. Il y a cette passion, cette appétence qui se dégage assez rapidement pour vous. Concernant la fonction publique territoriale, vous avez dit il n'y a pas que ça, mais en quoi ce secteur-là, ce versant de la fonction publique locale, la fonction publique au sens large, vous attire un peu plus qu'un autre? Bah, alors déjà, il faut signaler que c'était pas écrit d'avance. À la D'accord. fac, moi j'ai eu un parcours très généraliste, hein. J'ai eu une formation de droit public général. Mon master 2, c'est un master de recherche, donc j'étais pas axée collectivité ou urbanisme ou fonction publique comme certains étudiants se spécialisent. Moi, j'avais vraiment une formation très générale. Et quand je suis arrivée au cabinet, donc j'étais sur un pôle qui faisait à la fois de l'urbanisme et de la fonction publique. Donc ça n'allait pas forcément de soi. Moi, j'ai pas fait de fonction publique à la fac. C'est pas une matière qui était dans les options que j'avais à l'époque. Donc, c'est vraiment quelque chose que j'ai découvert au cabinet et en pratiquant. J'ai pas eu d'apprentissage universitaire. C'était vraiment que sur le terrain. Et de prime abord, je dois dire que c'est pas forcément. Je me suis pas dit, ah tiens, génial, coup de cœur immédiat, c'est ce que j'ai toujours voulu faire. Déjà parce que quand on travaille côté collectivité, on peut s'imaginer un peu bêtement peut-être, mais qu'il y a le méchant employeur collectivité face au gentil agent qui se fait martyriser et on se dit ah mince, je suis du mauvais côté de la barre, je vais aller taper sur les petits agents publics, c'est pas sympa. Mhm. Et puis en réalité, quand on pratique la matière, on se rend compte que c'est très différent. C'est pas du tout le gentil employeur face au le méchant employeur face au gentil agent. C'est beaucoup plus nuancé que ça. Nous, en tant que conseil juridique, on est là pour expliquer l'état du droit, principalement. Et l'état du droit est fait pour protéger tout le monde, pas que les agents ni que les collectivités. C'est fait pour trouver un équilibre dans les intérêts de toutes les parties. Et nous, notre rôle, il est là avec en plus, je dirais, en plus du rôle purement juridique et théorique, parce qu'il faut savoir que la fonction publique, c'est un droit très théorique, c'est un droit assez complexe en réalité, qui donc d'un point de vue de construction intellectuelle est très intéressant, parce qu'on est amené à se poser des questions juridiques assez pointues, assez techniques. Donc d'un point de vue intellectuel, c'est très intéressant. Mais on a en plus de cet aspect très technique, un aspect humain et opérationnel à prendre en compte. On Mhm. n'est pas seulement en train de dire qu'est-ce qui en droit peut ou non être fait. On a aussi d'autres aspects à prendre en considération quand on conseille nos clients. Si on prend l'exemple de la discipline, hein, parce que c'est un peu Ouais. l'exemple typique, c'est-à-dire qu'il y a le grand principe d'opportunité des poursuites, c'est-à-dire que même s'il y a une faute disciplinaire, même si une collectivité territoriale est en droit de sanctionner un agent, il y a par principe la question de l'opportunité des poursuites, c'est-à-dire que même si un agent a commis une faute, on n'est pas obligé de le sanctionner. Donc on voit qu'il y a Mhm. toujours cet aspect d'opportunité à prendre en considération dans cette matière qui au final s'est avérée bien plus captivante que ce que j'avais pensé quand je suis arrivée au cabinet. Ouais, il y a cette notion, comme vous le dites, de conseil, et pas seulement d'accompagner, mais de conseil en amont, hein, donc d'alerte comme ça. Est-ce qu'on peut dire que globalement, sur les dernières années, euh, ce droit de la fonction publique territoriale s'est complexifié compte tenu justement, je veux dire, de l'avancée de la décentralisation en France?
Alors, il y a eu des grandes réformes dans le droit de la fonction publique, hein. On a eu la loi de la transformation de la fonction publique. On a une codification qui est en cours et qui, pour le coup, la codification a vocation à nous simplifier un petit peu la tâche des juristes et des avocats, puisqu'on vient concentrer tous les textes existants et qui sont actuellement éparpillés, on vient tous les concentrer dans un seul et même code, en essayant de regrouper par ce travail de codification les textes qui sont similaires avec, parce que donc, vous savez, la fonction publique, on a la fonction publique d'État, la territoriale et l'hospitalière, mais dans la construction du code, on se retrouve avec une partie générale applicable à tout le monde et ensuite des sous-parties pour chaque spécificité. Et je pense que pour le coup, le droit a gagné en lisibilité. Ça ne veut pas dire qu'il s'est simplifié, mais il est plus lisible. Et ça, pour nous, c'est appréciable. Pour D'accord. tous d'ailleurs, je pense. Avant d'évoquer la question finalement pour vous de l'apprentissage aussi, quand on devient associé, je suppose, on a une équipe ou pas, ou vous nous le direz. Ça, c'est vraiment pour entrer dans les entrailles du cabinet, sur l'encadrement d'une équipe qui est désormais avec laquelle vous travaillez. On continue un petit peu sur justement les spécificités du travail avec le monde public. Il y a du conseil, il y a les contentieux, on l'a abordé, il y a des interlocuteurs juristes au sein même, je suppose, donc des collectivités. Comment vous organisez justement ce travail? Quelles sont les personnes que vous croisez au quotidien? Il y a les grosses, les petites, les com-com, enfin voilà, c'est très varié finalement. On a une clientèle effectivement très très diverse. Donc, principalement des acteurs publics, hein, des collectivités. Alors, ça peut être des petites communes comme des très grandes métropoles. Ça peut être des communautés de communes, des communautés d'agglomération, des syndicats, des SPL, des sociétés d'économie Ouais. mixte. Enfin, on a vraiment un panel de clients très très large, mais principalement dans le secteur public. Mhm. C'est-à-dire qu'on a peu de dossiers pour des particuliers. On en a quelques-uns, ça nous arrive, mais c'est pas le plus fréquent, loin de là. Et ensuite, donc c'est sur l'ensemble du territoire. Et comme je vous le disais, c'est des collectivités de toute taille. Et ensuite, nous, notre rôle, il vient s'adapter aux clients. Parce on n'a pas un client, donc on n'a pas un mode de fonctionnement. Il y a des clients pour lesquels on va être en contact direct avec les élus en charge des dossiers, d'autres clients pour lesquels on va être en contact avec le juriste, d'autres avec le directeur juridique. C'est très variable d'une collectivité à une autre. Nos échanges et notre manière d'échanger s'adapte vraiment à chaque fois à la clientèle. Ok. On a Il y a souvent eu, parfois il y a des souvent eu échanges. ça. Oui, allez-y, Dites-moi. allez-y, Lorraine, Non, non, allez-y. allez-y. Non, il y a souvent cette discussion parce que finalement, le droit anticipe, enfin, il a une fonction d'anticiper les situations qui peuvent être critiques pour ces collectivités, comme pour les particuliers d'ailleurs, au passage. Je veux dire, est-ce que là, vous avez peut-être des moments forts, des anecdotes, sans citer bien entendu les collectivités, où le conseil vient poser d'une certaine manière une contrainte, hein, quand on va voir un avocat, on en ressort parfois un peu tout tourneboulé, tout étonné, parce qu'on est obligé finalement de revenir sur un projet auquel on croyait, etc. Vous êtes parfois des empêcheurs aussi d'avoir de l'ambition. Donc, comment vous prenez cette matière qui est compliquée et comment vous accompagnez finalement ces collectivités pour finalement arriver au projet, mais en prenant des chemins peut-être un peu plus sécurs en quelque sorte. Bah, c'est toute la difficulté à laquelle on est confronté parce que nous, nos clients, on a envie de les accompagner jusqu'au bout de leur projet et de leur permettre d'atteindre leurs objectifs, évidemment. Mais notre rôle, alors parfois vu, perçu comme un rôle d'empêcheur, mais on est là pour sécuriser leur démarche avant tout. Donc, quand on est sur des situations où on ne trouve pas de solution juridique, eh bien, on est dans de la mesure du risque, en réalité. Mhm. C'est-à-dire que Mhm. nous, on donne l'état du droit, on dit ce qui est possible légalement de faire ou pas. Et ensuite, si jamais ils veulent pas nous suivre nos conseils, on leur expose les risques. Si vous faites ça, voilà quels sont les risques, quels sont les avantages, les inconvénients. Et après, aux décideurs publics de choisir la solution qu'ils préfèrent. Nous, notre rôle, si vous voulez, il est plus d'accompagner le décideur pour l'aider dans sa prise de décision. Parce qu'il n'y a pas de pire décision que celle dont on ne connaît pas les conséquences en amont.
Si vous voulez, on sait quels sont les risques, ben, on décide d'y aller ou pas. Ça, c'est chacun sa responsabilité. Nous, notre rôle, il est de dire quels sont les risques éventuels, comment on les limite, comment on les évite, parfois, quand on peut, évidemment, hein, c'est l'objectif. Mais je crois qu'on a une façon de travailler au sein du cabinet et c'est quelque chose qui est vraiment très important. C'est le côté très opérationnel des conseils qu'on prodigue. On n'est pas juste à faire une note théorique sur une situation et dire à l'élu ou au directeur ou au juriste, ben, tenez, voilà notre analyse et puis débrouillez-vous avec ça. On essaye toujours de trouver des solutions, d'envisager différents scénarios, de regarder toutes les hypothèses possibles, parfois même des hypothèses un peu farfelues, mais on essaye. On essaye D'accord. jusqu'au bout, on creuse. Ouais, quitte à dire à la personne, au juriste ou autre, à l'élu, ben, ouais, je vous l'avais bien dit, hein, qu'il fallait pas Ah faire oui, ça. oui, oui, ça arrive, Ouais, hélas, ça arrive. Et puis hélas, ouais. parfois, parfois on est surpris du résultat d'un contentieux aussi. Parfois on se dit, ah bah en fait, peut-être que j'ai eu un peu froid aux yeux, j'étais peut-être un peu pessimiste, le juge a été plus gentil que ce que je pensais, ça arrive parfois. Et dans ce cas, on est content, hein, on se dit qu'on a vraiment très très bien défendu notre client. C'est sûr. Euh, Lorraine, quelle a mais été votre... Voilà, on aime bien raconter des anecdotes. Vous avez certainement vu et revu certaines dans Bref qu'on a réalisées avec Eric. Donc voilà, est-ce qu'il y a une anecdote forte? Est-ce qu'il y a un moment où vous vous êtes dit, waouh, c'est quand même un super métier que je fais. J'ai pris mon pied, entre guillemets, bien sûr, sur tel ou tel dossier parce qu'on est allé au bout, on a réussi voilà, on a été audacieux. Ben voilà, quels sont les moments où vous en parlez au café encore aujourd'hui avec vos collègues? ah, j'ai pas de dossier là en particulier qui me vient en tête. J'ai un souvenir fort de l'adrénaline des contentieux électoraux parce qu'il faut aller très vite. Il y a énormément de moyens. Il y a des enjeux très importants pour les élus dont l'élection est contestée. Donc ça, c'est des contentieux. Puis en plus de ça, on a la réponse très vite. C'est un contentieux qui va assez vite. Donc ça, j'ai des souvenirs assez forts de ces époques-là. Puis, comme on est dans des délais très restreints, on a parfois plusieurs requêtes à faire en même temps, avec un nombre de pièces colossal, avec au téléphone les élus qui, pour le coup, sont quand même vraiment intéressés par le contentieux en cours. Donc ça, c'est des moments assez forts dans dans la vie du cabinet à chaque fois, hein, les nouvelles mandatures, on est sur le pont. Il y a de manière générale les référés, et ça c'est sûr que les référés, on est dans cette même situation d'extrême urgence où il faut tout faire très très vite. Sans rien oublier, donc ça c'est toujours assez grisant comme moment. Puis il y a une réelle importance à l'audience, ce qui n'est pas toujours le cas en droit public, hein. Vous savez, nous on n'est pas avocat pénaliste à faire des effets de manche et des plaidoiries qui durent des heures. Sauf, sauf en référé. Sauf en référé. Donc, ça, c'est sûr Est-ce que que c'est les l'IA, dossiers à l'audience. juste une question, est-ce que l'IA, l'intelligence artificielle, est une réalité désormais dans les cabinets? On le sait, on le lit un peu partout. Est-ce que c'est une avancée? Non pas, bien entendu, pour faire le travail à la place des avocats, mais en tout cas, je veux dire, pour accélérer quand il le faut, je veux dire, la perception d'un dossier et ses spécificités. Je pense que c'est un outil qui a vocation à nous aider, peut-être à nous faire gagner un peu de temps. Pour l'instant, je trouve que c'est pas encore complètement abouti. On a D'accord. commencé un peu à s'en servir. Nous, on a eu des formations par les bases de données avec lesquelles on travaille, qui nous ont fait des formations sur leurs outils d'IA que eux ont mis en place. Pour l'instant, mais bon, voilà, ça fait à peu près un mois qu'on s'en sert chez les éditeurs avec lesquels on travaille. De ce que j'ai vu, ça permet peut-être de dégrossir un sujet quand on arrive sur un sujet qu'on ne connaît pas du tout. Voilà, On va c'est poser la question à l'IA, quel est l'état du droit sur tel sujet, tel autre, et là, on va avoir une sorte de première lecture des sources juridiques. Mais la d'accord. réalité, c'est que dans notre métier, on est quand même sur des domaines de niche. Moi, il n'y a pas une question en fonction publique où je n'ai pas déjà un peu l'idée de savoir où aller chercher et quel est l'état de la jurisprudence. Et si Bien vous sûr. voulez, dans ces domaines qu'on manipule déjà tous les jours et qu'on maîtrise heureusement avec les années un petit peu, je suis pas sûre que l'IA soit d'une grande aide dans ces moments d'urgence. Sauf, voilà, donc sauf question qui vient sur un sujet qu'on n'a vraiment jamais traité, qu'on connaît pas du tout.
peut-être que là, permettre un gain de temps. Mais ce D'accord, sera vraiment un gain de temps au démarrage de la mission, pas sur le long cours. je comprends. Ça, je pense pas. Ok. Euh, abordons maintenant l'aspect RH d'une certaine manière. Quand on devient associé, on encadre une équipe. Comment ça se passe en fait pour la personne qui est à l'extérieur de l'intimité finalement d'un cabinet d'avocats? Vous avez des collaborateurs sous votre responsabilité? Alors oui, en l'occurrence, nous, au cabinet Lando, c'est comme ça qu'on fonctionne, mais c'est pas forcément lié à l'association, parce que D'accord. j'encadre une équipe déjà depuis plusieurs années. En réalité, il y a eu une prise de compétences, on va dire, sur la matière qui a été progressive, hein. J'ai commencé au bout de 2, 3 années de collaboration par encadrer un stagiaire, puis par encadrer un collaborateur, puis 2 collaborateurs, puis 3 collaborateurs. Donc c'est quelque chose qui a été assez progressif. Et D'accord. aujourd'hui, donc c'est officiel que c'est mon équipe. Alors, mon équipe au sein du pôle ressources et institutions, toujours, hein, avec Guillaume Glénard. Elle a un nom, cette équipe? Pourquoi c'est une équipe? C'est l'équipe Lorraine? Quelle est ça? Vous voyez ce que je veux dire? Quelle est ça? Elle se justifie comment? Elle a un intitulé particulier? Non, c'est toujours au sein du même pôle. Ça, on a décidé de garder l'unité du pôle ressources et D'accord. institutions. Donc, Mhm. Guillaume Glénard reste associé aussi du pôle ressources et institutions. On continue de travailler ensemble, c'est-à-dire que enfin, de toute façon, l'émulation collective est toujours une vertu, hein, donc évidemment qu'on va continuer à se parler de nos dossiers respectifs, à se poser des questions, à s'interroger mutuellement, et parce que c'est comme ça qu'on apprend le mieux et qu'on conseille le mieux nos clients derrière. Donc ça, on conserve ça, on conserve ce fonctionnement qui est celui qu'on a depuis plusieurs années, mais avec une autonomie un petit peu plus forte de mon équipe. D'accord. Très Le bien. changement est principalement là-dessus, on va dire. Un D'accord. petit peu Ce plus statut d'autonomie, mais c'est d'associé, quand déjà des même. gens avec lesquels je travaille. C'est... Bien sûr, bien sûr. Ce statut d'associé, Lorraine, il pose une marque de confiance. Enfin, je ne sais pas comment ça se produit, enfin, comment ça se décide en quelque sorte, mais j'imagine que c'est une marque de confiance de la part d'Éric Landau, enfin, des fondateurs, hein, je veux dire, du cabinet. Ça change quand même le positionnement pour vous au sein de ce cabinet? Un petit peu, forcément. Mhm. Après, comme je vous le disais, tout a été fait de manière très progressive. Donc, je pense pas qu'il y ait un changement radical entre ce que je faisais et mes relations le mois dernier et ce que je vais faire et mes relations avec les uns et les autres le mois prochain. En Mhm. réalité, tout ça s'est fait de manière très progressive. Euh, Mhm. donc, je suis pas sûre qu'il y ait un changement radical, mais ça reste évidemment une marque de confiance. Donc, c'est très appréciable. Euh, et ça reste une évolution, une autonomisation, une prise en responsabilité. Après, il va Bien falloir sûr. continuer à s'investir, continuer à faire grandir le cabinet, mais Ça tout ça dans la résonne. continuité de l'existant. Bien sûr, tout ça résonne en tout cas à l'oreille et ça veut dire quelque chose d'être associé, bien entendu, dans un cabinet et ça permet, par exemple, d'avoir un regard sur l'évolution de ce cabinet. Qu'est-ce qu'il y a depuis 13 ans que vous y êtes? Comment vous la mesurez? Quel regard qualitatif vous portez sur l'évolution de ce cabinet? Je crois que le cabinet a continué sa croissance et a continué à grandir. Vous voyez, 13 ans sur 25 ans de vie de cabinet, j'ai vu à peu près la moitié, on va dire. Je Ouais, suis arrivée peut-être en fin d'adolescence et je crois que maintenant le cabinet a définitivement sa taille adulte. c'est vrai, c'est vrai. Euh, il y avait une quinzaine de collaborateurs, aujourd'hui on est une trentaine, donc en Mhm. termes de taille, le cabinet a grossi, mais je crois surtout qu'on a gagné en compétences Mhm. du fait de l'expérience des uns et des autres, euh, et ouais, je pense principalement de l'expérience. Bien Et sûr, je bien sûr. crois vraiment qu'on s'est progressivement, on s'est installé sur un travail haut de gamme. En tout cas, c'est ce à quoi on aspire. C'est ce qu'on essaye de proposer à notre clientèle. Un travail vraiment de qualité, de spécial, un travail de niche, hein. On en revient à cette idée. La spécialisation des équipes et donc des avocats permet d'avoir derrière ce travail pointu sur des domaines très très Mhm. spécifiques.
bien sûr. Pour assurer, donc, et puis pour continuer finalement à travailler et à professionnaliser toujours plus les équipes. C'est aujourd'hui, j'imagine, le projet qui est le vôtre. Pour terminer cet échange, Lorraine, ben, je vous laisse le soin de conclure en quelque sorte pour les 13 prochaines années qui arrivent. Comment vous sentez les choses? Quels seront les grands défis dans le secteur qui est le vôtre à relever intuitivement comme ça? Qu'est-ce qui vous apparaît comme étant une grande nécessité face à tous les débats que l'on aborde, qu'ils soient budgétaires, réglementaires, intelligence artificielle ou autre? Comment vous le sentez? Sans vouloir vous piéger, bien sûr, mais voilà. Moi, je pense que l'intelligence artificielle va être l'un des grands enjeux du 21e siècle. Il va falloir réussir à justement se positionner sur un travail de qualité qui ne peut pas être concurrencé par l'IA, en tout cas pas aujourd'hui. Cette valeur ajoutée qui est l'humain derrière et la construction qui va avec. Je pense que c'est l'enjeu principal auquel on va être confronté, mais ça c'est commun à tous les cabinets et quel que soit le domaine juridique concerné. En droit public, plus précisément, on a effectivement un des enjeux, c'est que nos clients montent aussi en compétences. Les structures se rassemblent, grossissent, sont des juristes de plus en plus expérimentés, donc c'est très agréable comme interlocuteur. Mais peut-être que ça fait moins de travail pour nous, ou moins de flux quotidiens, mais plus de flux uniquement sur des gros dossiers, où justement la valeur ajoutée a un intérêt pour notre clientèle, parce que eux en interne, ils n'ont pas le temps ou pas les ressources. Je pense que ça aussi, c'est l'un de nos enjeux. Puis après, non, nous, à l'échelle cabinet Lando, je crois que l'enjeu principal, c'est que ça continue comme ça, au final. C'est qu'on reste Merci, sur cette cher ligne. maître Lorraine Krantz, donc, et merci d'avoir échangé avec nous sur ce nouveau statut d'associé et puis de nous avoir expliqué votre parcours. Et je suis convaincu qu'on n'attendra pas 13 ans de plus avant d'échanger de nouveau dans le cadre de ces petites émissions que l'on réalise avec Eric. Merci à vous. Mais Bonne merci journée. Bonne également. journée. Au revoir. Merci. Au revoir.